À l'heure où la NBA sortie du banc est dominée par le Williams, encore un buzzer beater incroyable hier soir face aux Nets de 9 mètres sur sa gauche comme il aime faire, avec une filoche merveilleuse, il était à -2, hein, il marque pas, il perd. Hein. Encore une magnifique victoire des Clippers et donc on était obligé de faire un grand thème sur les plus grands sixième hommes de l'histoire. On va parler à la fois du rôle, on va parler des noms auxquels on pense direct. Je vois des Kevin McHale, bah voilà, évidemment. Hein. Mais Lou Williams, je vous le dis, en fait déjà partie de ses meilleurs joueurs, vu l'impact qu'il a. Regardez d'ailleurs, parmi les meilleurs marqueurs remplaçants de l'histoire, donc Lou Williams est premier, juste devant le père de Steph et de Seth, Del Curry, Jamal Crawford, évidemment, Ricky Pierce de Boston, Eddie Johnson aussi. Ricky Pierce, c'est pas de Boston, de Dallas. c'est de Milwaukee. T'es sûr? Ah oui, t'as raison. En plus, on l'a fait dans le quiz la dernière fois. Oh putain, 0 sur 3, ça fait moche. Emmanuel fucking Ginobili, on va en parler en long et en large parce qu'il fait partie de ces mecs qui n'auraient jamais dû être sixième homme en fait, parce qu'ils avaient le niveau pour être dans le 5 majeur. Et c'est par là qu'on va commencer, Erwan. Quel est le profil d'un sixième homme? Le profil d'un sixième homme, déjà, c'est important de rappeler un petit peu ce que c'est. C'est vrai que ça change beaucoup la donne parfois des matchs et surtout un rôle qui a été inventé par Red Auerbach dans les années 50, milieu des années 50. Et le premier vrai sixième homme reconnu en NBA comme tel, c'est Frank Ramsey. C'était un mec qui sortait le de la père fac de Aaron, hein. Non, un mec qui sortait de la fac de Kentucky et qui était très fort, qui pouvait, comme tu l'as dit, avoir le niveau largement pour être starter. Mais Red Auerbach, le coach mythique des Boston Celtics, s'est dit non, moi, il faut que ce mec-là soit frais pour les fins de match, donc je le mets plus tard dans le match. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette histoire du sixième homme, et on verra après dans l'histoire des Celtics, on va le voir tout au long de cette vidéo, que les Celtics, ils sont souvent appuyés sur des très forts sixième hommes. C'est vrai. Le premier, c'était Frank Ramsey, après il y a eu Havlicek, on va On va en parler McHale, beaucoup, ouais. il y a eu McHale, il y a eu Bill Walton aussi à une époque, donc voilà. Qui revenait de blessure. Ils se sont et souvent, Thomas, il y a 3 ans. voilà, ils se sont souvent, historiquement, culturellement, appuyés sur un fort sixième homme. Donc voilà d'où vient un petit peu cette espèce de rôle très particulier en NBA qui est le rôle de sixième homme. Parce que c'est important de le dire, il faut accepter d'être sixième homme. Parce que là, les gens dont on va parler... Un Carmelo. Un Carmelo. Parce que sixième homme, ça veut dire sortir du banc. Et lorsque tu as un peu d'ego, lorsque tu es un très fort joueur, évidemment, quand tu es le 9e homme de ton équipe, tu ne se poses pas trop la question. Mais quand tu as le niveau pour être, à la fin de ta carrière, Hall of Famer, tu vois, on va penser à Kevin McHale, à Jan Havlicek, tu peux te dire que c'est difficile à accepter finalement de sortir du banc. Alors on dit tout le temps, ce qui est important, c'est de finir les matchs. On a extrêmement raison. Maintenant, je dis quand même que quand tu commences le match, il y a un petit truc. Regarde, tu vois, là je lis un commentaire super intéressant. Le sixième homme, c'est un mec qui veut être Kobe Bryant, mais qui n'a pas réellement le niveau, non? C'est une bonne question. Alors effectivement, quand tu as le niveau de les KD, les Jordan, les LeBron, jamais ne seront sixième homme. Bon, Jordan, pourquoi pas? Je rigole, la tête que tu as fait. Ouais, tu m'as eu. Comme dirait Polo, il y a eu les 2 secondes où tu m'as eu. Maintenant, il y a quand même plein de joueurs qui peuvent être starters. Moi, Lou Williams peut être starter dans n'importe quelle équipe. Manu Ginobili a été All-Star. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu être clairement un starter dans beaucoup d'équipes. Kukoc, pareil, je lis ça. Mais c'est des mecs qui, dans ce rôle de sixième homme, sont complètement épanouis ici. L'important, tu l'as dit, c'est finalement commencer un match. C'est juste, oui, tu as ton nom à la présentation. Mais au final, ce qui est important, c'est de finir les matchs. Et Lou Williams, Ginobili, Robert Horry quand James Harden quand il était à OKC, Robert Horry, c'est des mecs qui finissaient les matchs et qui mettaient des paniers pour faire gagner des matchs. Et je ne crois pas que ça soit parce que tu n'as pas le niveau d'être starter que tu es sixième homme. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas aussi que les très bons sixième hommes sont Jet Terry, je vois. Jet Terry, incroyable. Regardez les finales quand ils sont champions de Jet Terry. À qui les gonfle? Alors il y a Nowitzki, mais qui c'est qui met les gros tirs de la fin à 3 points? C'est notre ami Jet. Hein. C'est le Jet. Il y a une réalité aussi du sixième homme, c'est que tu peux pas être sixième homme dans une équipe de merde. C'est pas de sens. C'est moins kiffant. Non, mais c'est pas que c'est moins kiffant, c'est que ça n'a pas de sens. C'est vrai. Tu vois, tous les mecs dont on va parler, c'est que Tony Kukoc, les machins, c'est que des mecs dont le 5 majeur fait partie de. Tu vois, peut t'emmener au titre, peut t'emmener vers le Saint Graal de la NBA, tu vois. Alors, Lou Williams, c'est un peu particulier, Jamal Crawford aussi, parce qu'ils sont dans des bonnes équipes, mais pas dans des très bonnes équipes. Mais en général, t'es sixième homme parce que le 5 majeur est très fort, ou très installé, ou très complémentaire, par exemple. C'est la réalité aussi. Non, c'est vrai, c'est des équipes ambitieuses qui. Par contre, les Warriors, tu vois, ils n'ont jamais eu vraiment de sixième homme. Iguodala. Mais ils avaient. Iguodala, n'oublie pas qu'au début. Start, hein. Au début, il start, il le remet dans le 5. Mais n'oublie pas qu'il le sort du 5. Pour Klay Thompson. Ouais. Bah oui. Après, c'est vite pour moi, c'est bon là, plus maintenant, mais. Pour moi, le 5 majeur. Mais pour moi, ils avaient un sixième homme. En fait, ce que je veux dire sur les Warriors, c'est que pour moi, ils avaient surtout un super banc.
complet. Ouais, mais il n'empêche Donc ils n'avaient pas un mec plus qu'un autre. Pour moi, tu vois, entre les Livingstone, les Barbosa, souviens-toi, les débuts, peut-être, mais ils avaient plein de mecs. Iguodala, quand il Même arrive... David Lee, souviens-toi. Absolument, mais c'est des trucs un peu différents. Pour moi, Iguodala est vraiment l'archétype du sixième homme aussi, parce qu'il arrive, il a un bon contrat, il fait partie, on va dire, c'est le 3e meilleur joueur de l'époque. On se souvient des buzzer beaters dans sa première moitié de carrière avec les Warriors. Et ensuite, il l'installe sur le banc en tant que sixième homme, il finit les matchs, mais le 5, c'est Klay Thompson et Harrison Barnes sur les ailes. Et ensuite, c'est KD. Et Iguodala revient dans le sac avec majeur buts, okay. par moment, mais il est vraiment sixième homme. Tu vois, et pourtant, il a le niveau pour... il était, MVP des finales. De toute façon, souviens-toi, quand il est à Denver, le rôle qu'il a, Denver, George Karl finit coach de l'année, Denver il fait une super saison, après ils se font sortir par les Warriors. Et on sait déjà que... Déjà, ils n'ont pas kiffé, je pense qu'apparemment Iguodala était déjà, il a déjà signé chez les Warriors, mais c'est vrai qu'il arrive chez les Warriors, alors que les Warriors qui n'étaient pas encore les Warriors d'aujourd'hui, en acceptant clairement, c'est vrai, tu as raison, d'être sixième homme. Donc pour moi, c'est pas une histoire de niveau être sixième homme, c'est plus de comprendre son rôle, et surtout, les sixième hommes finissent souvent les matchs. C'est vrai. Alors allons-y, faisons le petit catalogue. On a souhaité, je sais pas, sortir 5 mecs. Alors il y aura des oublis, mais on a sorti 5 mecs. Le premier, c'est Jan Havlicek, qui est sûrement le meilleur sixième homme de tous les temps, d'un point de vue des stats, d'un point de vue de l'impact, et d'un point de vue de ce que disaient les gens, et du palmarès, et ce que disaient les gens autour de lui. Regardez ses stats incroyables. C'est clairement un mec, lui, tu vois, 8 fois champion de NBA, MVP des finales en 74, 4 fois All-NBA First Team, incroyable, 13 fois All-Star Hall of Famer. On voit, c'est ça, t'as plus de 20 points. C'est clairement un mec. C'était un deuxième arrière hein, qui mettait la tête là où personne voulait mettre les pieds. C'était un gros cœur, un vrai guerrier. C'est un mec qui pouvait être titulaire sans problème, et même dans cette équipe des Celtics. Mais qui a toujours accepté son rôle-là, et ça ne l'a pas empêché de réaliser une carrière exceptionnelle. Donc voilà, c'est honnêtement, quand on se penche un petit peu sur l'histoire, quand on lit des articles, tout le monde à l'unanimité pense et à juste titre, que Jan Havlicek est le meilleur sixième homme de l'histoire. On parle aussi de lui comme le premier joueur all-around. Alors on peut en parler des Oscar Robertson, des machins, des trucs et tout, mais lui dans le sens poste 2, regardez le nombre de rebonds qu'il prend, 20 points, plus de 6 rebonds, plus de presque 5 passes en carrière, c'est absolument énorme. Tout le monde de l'époque aimait dire que c'était le joueur parfait aussi, parce qu'il était très élégant, qu'il avait un beau physique, il était très grand. Il était très grand. 1,96. Il faisait 1,96, mais regarde ses bras, incroyable, et évidemment ce petit short qu'on adore. Jan Havlicek est au Hall of Fame et il n'y a absolument rien à dire. Il fait partie du top 50 des meilleurs joueurs. Tu sais que tu parlais de son physique, et là je viens de voir, il a été drafté donc en 9e position en NBA et en 7e position en NFL. Oui, alors ça c'est incroyable. Alors je sais plus à part quelle équipe, mais j'ai lu un truc fou. Par les Browns de Par les Cleveland. Browns. Ah bah très bien. Par les Browns. Et ben il a par les Browns, pas les Bronx, hein, parce que les Bronx c'est à New York. Et c'est un quartier. Donc il a un point commun avec Odell Beckham Jr. Absolument. Et il commence le premier été, il est drafté exactement en même temps. Il fait le début du summer camp avec les NFL. Et au bout d'un moment, on lui dit bon, faut que tu choisisses. Et il choisit la NBA pour devenir Hall of Famer. Donc oui, c'est ce qu'on appelle des physiques hors normes, parce que faire NFL les trucs, en plus dans une autre époque, ça devait être incroyable. Voilà, on enchaîne avec quelqu'un d'autre, Erwan. Je t'en prie. Je sais pas si tu as mis Kevin McHale, Polo. Kevin McHale, allons-y, alors on reste à Boston. Kevin McHale qui a une carrière un peu étrange. On pense toujours à lui comme un sixième homme, mais ses meilleures saisons, elles sont quand même quand il est titulaire. C'est ça, aux côtés de Robert Parrish. Mais pareil, c'est des mecs pour gagner. Mais c'est pareil, ça, c'est l'institution Celtics qui fait ça. Et on rappelle que les Celtics ont développé et créé ce rôle de sixième homme. Mais c'est des mecs, au bout d'un moment, pour gagner, ils ont dit OK, moi je vais m'asseoir sur le banc, je sors. Et ça a marché. A marché. Donc c'est une forme d'intelligence, et je peux pas m'empêcher, quand je vois des mecs là qui étaient dans leur prime, à qui on a dit sors du banc, qui l'ont accepté pour gagner, je peux pas m'empêcher de penser à Carmelo Anthony, qui a jamais voulu accepter cette réaction, qui a jamais voulu accepter ce rôle de sixième homme. Il a jamais été dans l'équipe qu'il faut aussi pour ça. Je sais pas, cette année Houston, ça me paraissait être le bon deal d'être un sixième homme. J'entends, mais là, c'est des mecs qui ont fait leur carrière. Mais c'est-à-dire qu'il fallait que Carmelo joue avec LeBron pour être sixième homme. Mais encore, il ne sera pas sixième homme. Mais faut des mecs plus forts devant toi, ou en tout cas un très grand coach. A priori, il n'a jamais eu ni l'un ni l'autre. Et il n'a jamais été très intelligent. Pour ça, Kevin McHale, joueur merveilleux. C'est vrai quand on pense au sixième homme, on pense souvent à lui. Ouais, mais parce que c'était... ça avait surpris tout le monde, en fait, un petit peu, tu vois. C'était de se dire, il avait, une fois de plus, à Boston, t'as le 5 majeur, et c'est très important, ce rôle de sixième homme. Et ça prouve bien, d'ailleurs, tu vois, Gordon Hayward, cette année, on lui a filé ce rôle-là. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. On lui souhaitait la même carrière ensuite. Exactement, mais voilà, c'était un mec qui était starter, qui avait été champion en étant titulaire, et qui, à un moment donné, va s'asseoir. Il n'était pas en fin de carrière. Et c'est en ça que c'est surprenant.
Mais Absolument. ça marche. Quand ça marche, Ça marche. On va sur un autre profil complètement différent de notre ami Kevin McHale. C'est évidemment le fou argentin Manu Ginóbili qui, dans le monde moderne, est celui qui nous a le plus fait kiffer. Parce que c'est un joueur incroyable, on aime le répéter, mais Manu Ginóbili, c'est un mec qui a pris une équipe d'Argentine, qui l'a amené au Saint Graal, la médaille d'or olympique 2004. En battant la team USA. Incroyable parcours, 4 fois champion, 2 fois All-Star finalement, hein, c'est peu de fois. C'est Tony Parker. En général, ça se joue avec l'un ou l'autre. Ouais. Tony Parker en a 6. Il est 2 fois au NBA First Team, donc c'est pas mal. Une fois 6e homme de l'année. Des stats en carrière qui ne reflètent pas l'étendue de son talent, parce que 13 points par match. On aurait pu imaginer que ce gars-là, s'il avait été titulaire dans une équipe un peu moins forte, bah, il aurait pété les 20 points par match facile. Ah oui, de chaque année, chaque saison, évidemment. Mais par contre, c'est un mec qui était là dans toutes les fins de match. Dans toutes les fins. Dans toutes les fins de match, il était là, on lui a filé les ballons, des fois, parfois à tort. Je me souviens encore de ces finales avec le tir de Ray Allen où il fait un match, c'est un matchette où il perd, je crois, 17 ou 16 ballons en 2 matchs. Il est pas du tout inspiré, notre ami. Il n'avait pas du tout été inspiré à cette époque-là. Mais en tout cas, Popovic, qui est quand même un coach carré dans un système établi bien précis, c'est le seul mec qui a réussi à lui dire vas-y, carte blanche. Ça, c'est vrai, ça. C'est ce seul mec qui a réussi à faire ça. Et ça marchait très bien parce qu'il y avait la justesse de Tony Parker autour de Tim Duncan. Et ce mec-là sortait du banc. Et d'un coup, il amenait quelque chose de complètement différent. Et ça marchait. Et ça marchait complètement. Et moi, je me souviens, les finales où Tony Parker était MVP, Manu Ginóbili est incroyable aussi. Bah, ils le sont tous. Ouais, complètement, et totalement indéfendable. Et puis, tu sais, des gros paniers, plein de choses. C'est lui. Des tomards. Des tomards, c'est lui, Ginóbili, qui fait la passe à Robert Horry dans le corner contre les Pistons sur le tir de Robert Horry quand il est chaud. Voilà, c'était un mec pareil qui puait le basket. Et ce rôle de 6e homme-là, bah, il lui va à merveille. On rappelle aussi qu'il a fait des saisons comme starter aussi. Hein. Oui, il a fait un peu des deux. Ils ont, Greg Popovich, il a aussi relancé dans le 5 majeur. D'ailleurs, je crois que c'est en 2005 où il le relance dans le 5 majeur parce qu'il sent que l'équipe est un peu. Tu vois, sa meilleure saison, c'est 19,5 points en 2007-2008 et il ne starte que 23 fois sur 74. C'est l'année où les 6e hommes de l'année, du coup, je pense. Possible. C'est possible. Il y a un truc, moi, dont j'aime me souvenir avec Manu Ginóbili, c'est lors des compétitions internationales, et je veux vraiment insister là-dessus. Je me souviens d'un tournoi, je sais plus ce que c'était, je sais pas si c'était les JO ou une Coupe du Monde, et il y avait un France-Argentine. Et Ginóbili, mon gars, tu vois, en NBA, tu sais qu'ils sont tous forts et tout, mais quand tu joues contre nos gars, l'équipe de France, que t'es complètement chauvin, que t'es à fond, Ginóbili fait une fin de match avec des TGE dans la gueule. Souviens, ouais. Je sais plus quand est-ce que c'était, je me souviens être en vacances, j'étais avec mon frère et toute la famille, on regardait. Un championnat du monde, il me semble. Je pense que c'est un championnat du monde, pas des JO. Mais il avait été incroyable de justesse, de clutch attitude, avec son tir un peu bizarre, là, de gaucher de chien tricheur, à faire des step back. Tu sais, il saute pas beaucoup sur son tir et tout, mais il te met des TG dans la gueule. Et Ginóbili, c'est vraiment le gars qui, tu sais, quand il te veut tuer un espoir, tu l'appelles. Bon, on effacera évidemment sa pénétration catastrophique face à Miami. Celle-là, on l'oubliera, celle-là. Allez remater le match 6 et 7 des finales de Ginóbili, c'est 2013 2013, ouais, c'est ça. 2013. Il m'avait rendu fou. Hein. Oh la vache. Mais en même temps. Et là, C'est Ginóbili. Mais là, Popovic lui dit vas-y. Ouais. Tu nous fais gagner ou tu nous fais perdre, mais vas-y. C'est à toi que je. Il a plus fait gagner que perdre. Il lui a filé les clés claires. Enfin, là, il coûte un titre, hein, quand même. La pénétration, elle est. Je pense qu'encore qu'il y a faute, hein, mais on siffle pas dans les fins de match. Non, mais l'année d'après, ils reviennent, ils vont gagner. Il met un Thomas incroyable sur Bosch et tout. Enfin, Bravo Manu Ginóbili. il a joué jusqu'à 40 piges. Quoi. Il a joué jusqu'à 40 piges. Et lui, il a fait toute sa carrière aux Spurs qu'on aurait clairement souhaité pour Tony Parker. On reste en Europe. Enfin, il est argentin, mais il a joué en Italie, c'est pour ça. On va voir Schrempf. Eh oui. Il est argentin, il a joué en Italie. Ah oui, d'accord. Ginóbili, lui, il a rien argentin, lui. Hein. Enfin, il a rien d'italien non plus. Présente-nous un peu notre gars là. Déjà, c'était les pionniers des Européens à s'installer vraiment, Gaillard, hein. à s'installer clairement en NBA à l'époque, aux Pacers d'abord, passage par Dallas aussi, et puis surtout chez les Sonics, pareil, un mec a trouvé son rôle, un joueur complet, poste 3-4, et puis autour de Sean Kemp, il sortait avec George Karl du banc, et on voit des stats en carrière, quasiment 14 points par match, 2 fois 6e homme de l'année, voilà, il n'y a rien au hasard pour notre ami Dudley. C'est une époque où les Européens. Faut faire sa place. Hein. Ah ouais, mais alors lui, il a été formé aux États-Unis. Hein. Il n'est jamais passé par l'Europe, mais quel joueur, quoi. Ouais, vrai joueur. Évidemment, la petite coupe militaire qu'on adore. Hein. G.I. Joe. Un joueur vraiment efficace, quoi. C'est l'efficacité. Ouais. Vraiment. Clairement. On enchaîne sur deux mecs qui, absolument, les mecs les plus proches des 6e hommes. D'abord Jamal Crawford, et puis on finira avec un dernier mot sur Lou Williams. Jamal Crawford, qui lui aussi fait partie des meilleurs 6e hommes de ces 10-15 dernières années, donc forcément de toute l'histoire, des stats incroyables. Un soliste, vraiment un soliste. Mais Lou Williams aussi, hein. Ça défend pas, ça joue tout seul, crosseur extraordinaire, inventeur de moves. À New York, tu te souviens du tac-tac comme ça dans le dos avant d'aller mettre un lay-up. C'est un joueur merveilleux, mais un joueur de playground, quoi. Moi, tu sais très bien que j'ai jamais été son plus grand fan. Après, force est de constater que c'est des mecs, par leur qualité,
individuels et techniques ont réussi à toujours à trouver des places, même si je trouve que sa fin de carrière elle est quand même compliquée. Oui, Entre son passage à Minnesota et son passage à Phoenix, il s'est jamais installé quelque part. Mais voilà, après c'est un mec à Atlanta, on s'en souvient, chez les Clippers aussi. D'ailleurs, les Clippers aussi, ils aiment bien avoir des sixième hommes ils adorent ça, ouais. de C'est qualité. Doc Rivers qui adore ça. Donc voilà, quoi, non, un mec archi élégant. Moi, je suis pas trop efficace par moment, à mon goût. Des pourcentages un peu bas, mais Un peu échappé dans les grands moments aussi, mais voilà, ça n'enlève rien au fait que c'est le mec qui a remporté le plus de fois 3 fois, ouais. le titre de sixième homme. Ah, c'est le sixième homme par excellence, presque, bon, jusqu'à preuve du contraire. Bah si, il a jamais été dans le 5 majeur, enfin, j'ai pas de souvenir de lui dans une équipe où il est dans le 5 majeur. À New York, à Atlanta, bah ouais, mais à New York, à New York, il start, je crois. Il start, mais mon gars, dans une équipe, même toi, ils t'ont appelé, gros. Donc, au bout d'un moment. J'avais refusé. Et t'avais refusé, pas assez haut le contrat, pas assez. Je me souviens d'un tir incroyable avec Atlanta en playoff. Je crois que c'était contre Chicago, peut-être, je pense, de Derrick Rose à l'époque. Washington, non? Contre Washington, t'as raison. Contre Washington, contre Washington, un tir avec la planche incroyable. Et on peut aussi dire que c'était le spécialiste du 3+1. En fait, il start, du 3+1. Il start à Chicago, il start à New York. Donc, sur le tout début de sa carrière, et très rapidement. Et en fait, c'est quand il arrive à Atlanta, en 2009, qui clairement, il est dans un rôle de. En 2019. Et dans un rôle de sixième homme. Absolument. Et donc, oui, c'est le spécialiste des tirs à 3 points avec la faute, marqué. Vu les crosses qu'il mettait, le fait qu'il balance ses jambes en arrière et qu'il ait clairement de la force dans les bras, un peu comme James Harden maintenant, on te touche le coude, t'arrives à marquer, c'est clairement le spécialiste de ça. Il y a un autre spécialiste, et on va finir là-dessus, c'est Lou Williams. On veut vraiment boucler la boucle avec ce gars-là, qui hier, avec son 3 points fou au buzzer beater, nous a enthousiasmés. Ce qui est marrant avec Lou Williams, c'est que c'est vraiment un joueur de banc, il défend pas, on le voit depuis des années. Mais putain, dès qu'il rentre, tout le jeu se base autour de lui. Alors que sur du pick and roll, avec beaucoup de tirs sur la gauche, mais il est tellement fort et tellement dans le contrôle, c'est ça qui m'impressionne. Moi, j'ai jamais quand même vu un sixième homme comme ça, vraiment rentrer et être première option. Isaiah Thomas à Boston. Ouais, ok, oui, c'est vrai. Vraiment, Isaiah Thomas à Boston. Mais c'est assez rare pour ça. Il rentre, tout le monde lui file les gonfles, avec une confiance aveugle. Ouais, et hier, on l'a encore vu sur le. Mais pareil, lui, c'est un mec qui, par son petit physique, mais par son attirance pour le panier, cette manière de tout le temps trouver le cercle, voilà, il s'est fait une place partout où il est passé. Tu sais, souvent on dit ouais, défenseur, Atlanta, rebondeur. Toronto. Le but du basket, c'est quand même de mettre des paniers. Les lui, il Lakers, en mettra toute seule. Houston, je pense que c'est un mec qui a jamais fait une saison de merde, au point de vue des stats. Il a toujours su trouver des rôles. Après, et là, sa rencontre avec Doc Rivers, c'est l'apogée de sa carrière, mais c'est un mec qui a tout. Et lui, pareil, il se plaint pas. Hein. Lui, il aime bien. Clair. Lui, on sort. Après, il a toutes les gonfles. Hein. Il a toutes les gonfles, mais je me souviens de lui aux Lakers, mon gars. Au bout d'un moment, tu lui files la balle et il marque des paniers à la fin de match. En fait, lui, que ce soit le premier tir ou le dernier, c'est pareil. Il est smooth à la mort. En vrai, je vous jure, en vrai. Mais en vrai, sur un terrain, tu regardes, c'est trop bizarre. T'as l'impression qu'il a deux temps. Tu vois, Jamal Crawford, il met des crosses. Lui, il est là, toujours les mêmes moves sur sa gauche. Il tire à reculant de ouf. Il met des fadeaways alors que c'est un petit gab. Et il est tout le temps dans le contrôle. Ça met des petites flèches comme ça rentre en toute douceur. Et Lou Williams, c'est un des joueurs les plus impressionnants qu'on ait pu voir en vrai. Je suis content, moi. C'est un mec que j'aime bien. Je vais te poser une question. Ce type de joueurs, Jamal Crawford ou Lou Williams, qui sont très très forts pour mettre des paniers, pourquoi on ne peut pas construire de collectif autour? C'est une très bonne question. Et je crois qu'en fait, ils n'ont pas le profil, ils ne sont pas assez forts pour être un LeBron, un Kobe, pour être des mecs sur qui on construit une franchise. C'est vraiment des mecs avec qui il faut enlever toute cette forme de pression d'être. On parlait au début de la retransmission là, de Joel Embiid qui assume d'être le visage des Sixers. On a vu des Tracy McGrady qui étaient les premières options, mais ou la pression d'être un numéro 1, d'emmener son équipe avec lui, quelque part. Je pense que quand tu es sixième homme, finalement, tu as beaucoup de bons côtés et tu n'as pas trop les mauvais qui te retombent dessus. Et je crois que ces joueurs-là, si tu leur changes, et notamment Lou Williams, si tu le changes de statut en faisant une option numéro 1 et tout, je pense que tu perds toutes ces qualités-là. Voilà. Une très bonne réponse. Merci. C'est exactement ce que j'attendais comme réponse. Parce que je l'avais au fond de moi. Et moi, du coup, tu vois, ce qui est terrible, c'est que je suis pas du tout fan de Jamal Crawford. Et je suis fan de Lou Williams. On va savoir pourquoi. Fin de carrière, je pense. Enfin, le fait que là, ces derniers temps. Mais même à Atlanta et tout, j'ai jamais. Même quand il mettait des crosses fous, là, il faisait des ça me gonflait. Alors que Lou Williams, je trouve qu'il y a un truc un peu plus. Je le trouve un peu plus sobre et je sais pas, plus efficace. C'est sûr qu'il est plus sobre et plus efficace. Voilà. Mais après, Jamal Crawford, c'est le digne descendant d'End One Mixtape et tout ça. Ouais. Mettre des crosses dans les salles NBA, faire tomber des mecs. Sur des parkings de Leclerc, là. Ouais, c'est les parkings de Leclerc, c'est clair. Il en a fait tomber 2-3 mecs. Moi, en tout cas, pour conclure cette petite vidéo des sixième hommes. Ah pardon, moi je voulais citer d'autres noms quand même. Il y a Vinnie Johnson notamment, Microwave, le sixième homme des Détroits de Pistons, des Bad Boys, quand même, qui était un mec qui a fait quand même pas mal de choses. Michael Cooper,
époque, Michael Cooper, gros. époque Lakers, avec un profil très défensif. Absolument. Tu vois, donc au Mais bon, relais, qui faisait du bien, au relais pour de la James base. Worthy, au relais de James Worthy, qui jouait un peu 3, 4, presque 2 s'il pouvait dépanner en Byron tout Scott. cas. Donc voilà, il y a Tony Kukoc, on en a parlé. Jason Terry, on a brillamment parlé, mais là, pareil, lui, c'est un mec qui commence sa carrière en tant que meneur titulaire chez les Hawks et qui devient un deuxième arrière, sixième homme. Et là, on Avec connaît- Jason Kidd, du avec coup, Jason ça Kidd. arrange tout quand même. Hein. Ouais, mais bon, Ouais, ouais. carrière assez exceptionnelle bien de notre ami Ricky Pierce, on en a parlé. Et puis Robert. Ricky Pierce, All-Star. Hein. Ouais. Et puis Robert Horry, quand même, qui a 7 titres NBA, qui est starter avec les Rockets et qui, après, avec les Lakers, les Spurs, trouve un rôle de sixième homme et pareil, une clutch attitude. Donc voilà. Dans le basket, pour les petits qui nous regardent, c'est pas grave de ne pas commencer les matchs. L'important, c'est d'avoir un rôle dans une équipe et le cas échéant, si on peut les finir, mais c'est d'avoir un rôle. C'est pas grave de sortir du banc. Voilà. C'est Absolument. important. L'important, de c'est faire pas de passer commencer ça. les matchs et d'être le meilleur de son équipe. C'est les gars qui- non, évidemment, c'est vrai qu'on peut pas avoir que des premières options dans une équipe, sinon ça ne peut pas marcher. Ou alors, ça s'écrit Team USA, ça s'appelle Team USA, mais bon, ils sont tous en vacances, les mecs, donc c'est un peu différent. Donc, pour conclure tout ça, est-ce qu'on est d'accord pour dire que John Havlicek est le meilleur sixième homme de tous les temps? Oui. Clairement, c'est l'un des pas le pionnier, on a dit que c'était donc Frank Ramsey, mais en tout cas, c'est juste après, il arrive juste après. C'est Red Auerbach, son coach, qui, on savait, a instauré et a inventé un petit peu ce rôle de sixième homme. Et puis, mec, les stats, le palmarès, la longévité, merde, quoi. Oui, John Havlicek, sans commune mesure, meilleur sixième homme de l'histoire. On n'a pas cité Lamar Odom, bah, évidemment, on est obligé On de parler adore. de Lamar parce que sinon on n'est pas bien, même s'il est arrivé quand même très tard en tant que sixième homme. Et l'avènement de Andrew Bynum, c'est que sur le deuxième titre. Hein. Ouais. Donc voilà. Bref, voilà, merci les amis de nous avoir suivis. C'était très très cool de faire un petit panel comme ça des meilleurs sixième hommes de tous les temps. On vous rappelle qu'il y a eu 3 vidéos aujourd'hui. La première sur Joel Embiid et comment les équipes de l'Est vont devoir défendre sur lui. Bon courage à elle. Une autre vidéo sur notre 5 majeur de la saison. Il reste une dizaine de matchs. Donc les amis, vous commentez, vous nous dites, vous likez, et vous nous dites si vous êtes d'accord avec nous. Et enfin, on vous rappelle que demain soir, donc en direct sur le stream.fr, Erwan présente et anime un énorme quiz présenté par Intersport. Spécial Nike Air Max, on va bien s'éclater. Ah oui, Red Auerbach. Ah non, merde, c'est pas lui. Tinker Hatfield. Oh, je sais plus comment Mais il s'appelle. révise bien, parce qu'il y a vraiment des questions de chien. Oui, bah c'est pas grave, au pire, je perdrai. Si je révise, c'est nul. Voilà, le Il y aura- Super il y aura- Quiz, 20h, 21h30. Il y aura Guillaume Play, Guillaume Play, Tim, Si, moi, très bien. Dina. Gina, Voilà. sympa, Gina, très sympa. J'ai pas tout après, voilà. Ça va, très bien. Voilà, bah, en tout cas, Ça sera dans l'arena, ça sera en live. Heureusement que tu présentes l'émission. On hein. va s'éclater, mais attends, je peux pas présenter la First Team et donc là je vais m'y regarder. Je fais fin d'émission, je vais bosser. Eh ben très bien. Merci à tous d'avoir suivi. Vous avez été très nombreux. On se retrouve sur YouTube et on se retrouve jeudi pour un super First Day Show. Et vous en avez l'habitude pour le reste du rugby, du cyclisme, du foot. On est partout les gars, j'en peux plus. Allez, salut, bonne journée, ciao et bonne semaine.